Il est 22 h, bonsoir, bienvenue sur France 24, nouvelle édition de Paris Direct, je suis ravi de vous retrouver. Voici nos titres ce soir. À la une, le Kremlin voulait une opération éclair 100 jours après son déclenchement. C'est une guerre d'usure qui se joue désormais en Ukraine. Les combats se concentrent dans le Donbass, à l'Est. On en parle dans un instant avec le général Dominique Trinquant. A tout de suite. À la une également, Macky Sall rencontre Vladimir Poutine à Sotchi. Les stocks de céréales et de fertilisants bloqués par la guerre menacent son continent. Il y a donc urgence, d'où cette visite en Russie. Et puis du sport, Alexander Zverev en larmes sur le court Philippe Chatrier. Blessé, l'Allemand abandonne en demi-finale de Roland-Garros. Son duel avec Rafael Nadal en était au second set. Il était grandiose. C'était le 24 février dernier, il y a 100 jours donc, l'armée russe débutait son invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine pensait prendre Kiev et les grandes villes en quelques jours seulement, renverser aussi le président Zelensky en vain. La résistance des Ukrainiens l'en a empêché. Désormais, les combats se concentrent dans l'est du pays, dans le Donbass, où Moscou rassemble désormais ses troupes. Avant de donner la parole à mon invité, Marc Pope fait le point pour France 24. Près de la ligne de front entre Louhansk et Donetsk, les explosions se multiplient. Les intenses combats se concentrent dans l'est de l'Ukraine. Tel un rouleau compresseur, les troupes russes avancent petit à petit. Avec l'aide de l'aviation, l'ennemi mène des intenses opérations d'assaut le long de toute la ligne de front entre Louhansk et Donetsk. La situation est grave, mais elle est généralement sous le contrôle des forces de défense ukrainiennes. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou contrôle désormais 20% de son territoire, un corridor stratégique s'étendant de la Crimée à la frontière avec la Russie. Pourtant, au 100e jour du conflit, le président Volodymyr Zelensky, tout comme le maire de Kiev, reste confiant. Les Ukrainiens ne se sont pas mis à genoux et ne le feront jamais. Nous libérerons notre terre des barbares russes. L'Ukraine deviendra encore plus forte et plus prospère. Ce sera difficile, mais je crois que chacun d'entre nous passera l'épreuve avec dignité. De son côté, le Kremlin indique avoir d'ores et déjà atteint certains de ses objectifs et juge avoir libéré de nombreuses localités. L'un des principaux buts de l'opération est de protéger les peuples de Louhansk et de Donetsk. Des mesures ont été prises pour assurer leur protection et certains résultats ont été atteints. Plusieurs villes ont été libérées des forces armées ukrainiennes pro-nazis. Pour l'OTAN, la Russie a mis en place une guerre d'usure en Ukraine qui semble porter ses fruits. Pour inverser la tendance, les Ukrainiens comptent sur la livraison des nouvelles armes américaines promises par Joe Biden. Après les images, l'analyse, je salue le général Dominique Trinquant. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. 100 jours de guerre, donc le premier constat limpide que l'on peut faire, c'est que l'armée russe n'a clairement pas atteint ses objectifs en Ukraine, malgré ce qu'elle peut nous dire. Oui, bonsoir. Effectivement, elle a été obligée, après l'échec que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la prise rapide et le changement de pouvoir à Kiev, elle a improvisé avec plusieurs axes d'attaque qui ont été tous des échecs, sauf dans le sud, où la jonction entre les forces qui venaient de Crimée et le Donbass s'est fait rapidement, avec la prise de Mariupol qui a été plus longue, mais globalement, la mer d'Azov est devenue un lac russe assez rapidement. Et ensuite, après ces échecs dans le nord, la Russie est revenue à une stratégie classique, c'est-à-dire de concentrer tous les moyens sur un axe d'attaque. C'est ce qui est en train de se passer dans le Donbass actuellement. Et la saisie de l'oblast de Louhansk, qui est en train de se faire et de se terminer, montre qu'avec cette méthode classique, la Russie effectivement progresse, mais doit se contenter d'une victoire croupion par rapport à ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire une partie uniquement de l'Ukraine, même si 20% bien sûr c'est important. Prendre le Donbass entièrement, c'est ça désormais l'objectif de la Russie ? Oui, c'est-à-dire qu'après avoir conquis l'oblast de Louhansk, il reste l'oblast de Donetsk, du moins la partie qui n'a pas été encore saisie. Et là, c'est dans les semaines qui viennent que tout ceci doit arriver. Pour ceci, la Russie concentre l'artillerie, l'aviation, tous les moyens
pour avancer et pour faire un rapport de 1 à 5 avec les forces ukrainiennes qui sont sur le terrain et ainsi pouvoir conquérir lentement, mais méthodiquement et peut-être sûrement toute cette région. C'est ce que j'allais dire, dans le Donbass, c'est un front donc plus compact, moins dangereux pour cette armée russe qui a moins de chances de se faire prendre par l'arrière et sur les côtés? Oui, maintenant, tout danger n'est pas écarté. On a vu que l'offensive, la contre-attaque lancée par les Ukrainiens à Kharkiv avait fonctionné. Il va falloir voir s'ils veulent continuer à lancer des attaques, et s'ils veulent lancer des attaques, il va falloir employer la même tactique, c'est-à-dire attendre d'avoir l'artillerie fournie par les Occidentaux, concentrer sur les moyens, sur un objectif bien déterminé, de façon à pouvoir enfermer les Russes et les contourner. Il y a aussi cette question importante, bien sûr, des pertes humaines et militaires matérielles des Russes. On parle de 700 chars, 400 blindés, trentaine d'avions de chasse. Est-ce que cette armée russe, elle peut tenir le rythme encore longtemps? Alors, face à une armée ukrainienne qui, elle aussi, est usée par ces 3 mois et demi de guerre, la Russie, en concentrant ses moyens, évite justement de passer dans un rapport de force qui lui serait défavorable. Mais vous avez raison, elle n'aura qu'un objectif limité, elle aura beaucoup de pertes. Vous avez signalé, les chars, il faudra 2 ans et demi de reconstruction pour arriver au même niveau de chars. Donc on voit qu'il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de ces chars ne pourront pas avoir l'armement de pointe qu'ils avaient parce qu'il était fourni par l'Ouest. Donc on voit que la Russie se met dans une situation de vulnérabilité dans les mois qui viennent assez extraordinaire. Côté ukrainien, l'aide occidentale, on le sait, est précieuse. Aujourd'hui, grâce à cette aide, justement, ce sont eux, les Ukrainiens, qui sont en position de force, que l'on comprenne bien. Non, pas encore. Pas encore pour 2 raisons. La première, c'est que l'armement n'est pas totalement arrivé. Il met du temps à arriver. Je voudrais rappeler qu'entre la frontière polonaise et le Donbass, il y a 1200 km tout de même. Hein, et que les Russes ont bien repéré les convois qui arrivaient et ciblent. Donc tout l'armement n'est pas arrivé. Le deuxième point, c'est que compte tenu de l'effondrement de la défense ukrainienne qui était en place depuis 2014, il faut réinstaller une ligne de défense et intégrer tous les nouveaux systèmes, ce qui n'est pas très facile. Donc l'Ukraine probablement aura les moyens de lutter, mais aujourd'hui c'est un peu difficile de savoir si elle est tout à fait prête. Dernière question générale, vous partagez le sentiment du secrétaire d'État américain Antony Blinken, la guerre devrait durer encore des mois en Ukraine? Oui, c'est une guerre longue. La Russie a perdu la guerre, mais gagne la bataille du Donbass, et ce sont des batailles qui vont durer longtemps, avec peut-être des cessez-le-feu, mais une victoire quasiment incertaine. Et votre expertise militaire est toujours la bienvenue sur France 24. Merci Dominique Trinquant d'avoir répondu à mes questions ce soir. Bonne soirée à vous. Une guerre qui, vous le savez, fait planer la menace d'une crise alimentaire mondiale, car de très nombreux stocks sont bloqués en Russie, mais aussi en Ukraine. 2 pays, 2 grands exportateurs mondiaux de céréales et de fertilisants. Quand la production de ces 2 pays tousse, c'est toute la planète qui s'enrhume, l'Afrique en tête. Président en exercice de l'Union africaine, justement, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a été reçu par Vladimir Poutine à Sotchi, car il y a, vous l'avez compris, urgence à débloquer la situation. On écoute les 2 dirigeants. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité, puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Je souhaite vous rappeler que la Russie est toujours aux côtés de l'Afrique et lui apporte son soutien dans sa lutte contre le colonialisme. Nous sommes dans une nouvelle étape dans nos relations et nous apportons une attention particulière au développement de ces relations. Le Mali, on en reparle car le sang des hommes de la MINUSMA a encore coulé dans le pays. 2 jours après l'attaque qui a coûté la vie à un casque bleu, 2 autres ont été tués ce vendredi par un engin explosif près de Douenza, c'est dans le centre du pays. Le Mali où la mission de l'ONU est de plus en plus dangereuse. Elle va d'ailleurs bientôt publier un rapport alarmant. France 24 se l'est procuré.
Nous vous dévoilons ce soir les grandes lignes en exclusivité. Julie Chouteau. Cette mission est parmi les plus meurtrières pour les casques bleus et pourtant, la MINUSMA demande plus d'effectifs et le renouvellement pour 1 an de son mandat au Mali. L'opération des Nations Unies cherche à compenser le retrait de ses alliés de la force française Barkhane. Mais les autorités maliennes tenteraient d'entraver le travail de la MINUSMA selon le rapport dévoilé en exclusivité par France 24. Par exemple, la zone d'exclusion aérienne qui a empêché la MINUSMA de faire voler ses appareils, là c'est décrit dans le détail. L'obstruction par rapport à l'enquête qu'a voulu mener la MINUSMA à Moura pour documenter ce qui s'est passé là-bas, mais aussi dans d'autres régions du centre Mali. Dans ce rapport, on apprend aussi que la MINUSMA opère toujours loin des caméras dans des régions très dangereuses comme celle de Gao et Tombouctou. Les djihadistes renforcent leur présence pendant que les autorités maliennes perdent du terrain. L'État malien contrôle 15% de son territoire aujourd'hui, 10% du nord et 21% du centre. Ce sont des chiffres très alarmants. Dans le précédent rapport de la MINUSMA, les forces maliennes étaient aussi mises en cause pour des violations des droits de l'homme. La junte militaire s'est imposée au pouvoir par 2 coups d'État en 2020 et en 2021. Ce bilan à présent dans l'actualité, au moins 4 morts, une trentaine de blessés. L'Allemagne est en deuil après le déraillement d'un train régional dans les Alpes bavaroises. Il y avait beaucoup de passagers à bord. Le chancelier Olaf Scholz parle, je cite, d'une nouvelle bouleversante. Amine Babaïssa. Les images témoignent de la violence de l'accident. C'est dans ce train à 2 étages de l'entreprise publique Deutsche Bahn que le drame a eu lieu. Il est 12h19 ce vendredi, quand pour des raisons encore inconnues, plusieurs wagons déraillent et s'écrasent en contrebas. Les pompiers et secouristes s'activent pour sauver des vies. On redoute la présence de nombreux élèves dans ce train reliant Munich aux Alpes bavaroises, à l'approche du week-end de la Pentecôte. Plusieurs personnes ont été blessées et peut-être devons-nous les déplorer, plusieurs morts. Une vaste opération de sauvetage a immédiatement été mise en place. Un grand nombre de membres de la police et des pompiers sont sur les lieux. Des secours qui ont pu rapidement être dépêchés sur place. Nombre d'entre eux étaient déjà déployés dans la région en vue du sommet du G7 qui doit se tenir prochainement. Cet accident survient 2 jours après l'entrée en vigueur d'un forfait mensuel à 9 € permettant de prendre les trains régionaux dans toute l'Allemagne. Une offre qui a séduit de nombreux Allemands, mais a également fait craindre une surfréquentation des trains. Les élections législatives ici en France, le premier tour c'est dimanche 12 juin. La semaine prochaine donc, le président Emmanuel Macron a confirmé aujourd'hui sa volonté de réformer les retraites dès l'année prochaine, dès 2023 donc, sans surprise critique de la gauche et de la NUP de Jean-Luc Mélenchon. On écoute Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel. Nous devons ensemble sauver notre système de solidarité. Et donc oui, la méthode va permettre, cette nouvelle méthode dont le président de la République a parlé, cette refondation, va nous permettre d'aborder cette réforme hautement importante, le mieux du monde. Il s'agit bien évidemment d'avoir une série, une démarche de consultation extrêmement large pour travailler avec les Français sur cela. C'est à n'en pas douter l'image de la journée à Roland-Garros, porte d'Auteuil ici à Paris. Les larmes d'Alexander Zverev qui s'est blessé gravement à la cheville en demi-finale du tournoi face à Rafael Nadal. Le match était titanesque, 3h15 de jeu. Premier set remporté au tie-break par l'Espagnol. Rebelote dans le deuxième. Nouveau tie-break, c'est là que l'Allemand se blesse, tout simplement cruel pour le numéro 3 mondial. Lui qui, pour rappel, n'a toujours pas remporté de Grand Chelem. Il a 25 ans. L'autre demi-finale est en cours entre Casper Ruud et Marin Cilic. Fêter ses 60 ans de carrière, c'est pas tous les jours. Les Rolling Stones vont encore faire vibrer leurs fans. Pour l'occasion, le groupe mythique entame une tournée ici en Europe, mais cette fois-ci sans Charlie Watts, leur batteur qui est décédé l'an dernier. Les images vous sont commentées et les préparatifs avec Inès Olagaray. Dès les premières notes, les Rolling Stones montrent une énergie intacte. À bientôt 80 ans, les musiciens sont de retour sur scène. Ils débutent une nouvelle tournée européenne ici à Madrid
pour célébrer les 60 ans de leur groupe. On aurait dit qu'ils avaient 30 ans de moins. C'était incroyable, ils sont vraiment au top. On les a vus plusieurs fois. Pour moi, c'était la 7e. Et toi? La 11e. Les légendes du rock britannique ont enchaîné les tubes, devant un public conquis d'avance. Dans tous les esprits, le batteur légendaire du groupe, Charlie Watts, décédé en août dernier, et à qui les Rolling Stones ont voulu dédier la tournée. Pour nous, c'est plus comme une célébration. Il nous manque. On pense à lui, on rit. Et nous voulons célébrer sa vie, plutôt que d'être en deuil. Compte tenu de l'âge des membres du groupe, des rumeurs circulent sur une possible tournée d'adieu. Mais pour ses fans inconditionnels, les Rolling Stones sont éternels. Tout le monde a déjà dit ça en 2012 pour la tournée de leurs 50 ans de carrière. Et on les a vus encore et encore jouer à travers l'Europe. Après l'Espagne, les Rolling Stones vont prendre la route de l'Allemagne. Ils sont attendus à Munich ce dimanche. Et place à l'économie dans Paris Direct. Bonsoir Johanna Citruc. Bonsoir Florent. Vous allez ce soir nous parler de l'Allemagne qui augmente ses dépenses militaires. On en a beaucoup parlé ces derniers mois sur France 24. Mais avant ça, un point sur les marchés financiers. Oui, c'était du rouge à la clôture à cause des craintes sur le resserrement des politiques monétaires un petit peu partout dans le monde. En Europe, la bourse de Paris, vous allez le voir, a terminé en baisse de 0,23%, moins 0,17% pour Francfort, moins 1,06% pour Milan. Notez que la bourse de Londres est restée fermée aujourd'hui encore à cause du jour férié qui a été instauré en l'honneur du jubilé de la reine Elisabeth II. Et c'était du rouge aussi à Wall Street, malgré les derniers chiffres de l'emploi qui se sont révélés meilleurs que prévu, avec un taux de chômage identique mais toujours très bas, à 3,6%. Le président Joe Biden s'en est d'ailleurs félicité. Il a aussi tenté de rassurer les Américains en affirmant qu'il serait selon lui possible de maîtriser l'inflation sans sacrifier l'emploi. On l'écoute. Ce qui est important, c'est que nous avons posé des bases économiques historiquement solides. Et nous nous dirigeons maintenant vers une nouvelle étape qui nous permettra de construire sur ces fondations, construire une croissance stable et régulière, afin de réduire l'inflation sans sacrifier tous les progrès historiques que nous avons réalisés. Et c'est ce que nous commençons à voir dans les derniers chiffres de l'emploi.